Une question de Jacques. Quelle est votre analyse concernant la fermeture de C8 et de Énergie 12? Êtes-vous pour la suppression de l'Arcom? Ah oui, ça c'est une question qui avait été, là, je crois, la semaine dernière, que j'avais un peu évacuée, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit: «Oui, vous n'avez pas voulu répondre, pourquoi vous n'avez pas voulu?» Non, non, c'est pas que j'avais pas voulu répondre, il était 22h35 et donc j'avais, voilà, donc moi, il y a pas de question, il y a pas de question auxquelles je ne veux pas répondre. On essaye simplement de s'efforcer, de répondre aux questions les plus diverses et variées. Alors sur l'affaire C8, bon, personnellement, l'Arcom, ne sert absolument pas à ce qu'elle devait faire. Le CSA devenu Arcom, normalement est là pour assurer la pluralité des opinions. Elle n'est pas là pour surveiller, pour jouer les gendarmes, encore moins la censure. Bon. Donc personnellement, je trouve que cette suppression de cette interdiction de C8, d'abord c'est à géométrie variable, hein, parce que comme d'habitude en France, il y a des indignations à géométrie variable selon les sujets, que ce soit des sujets internationaux ou que ce soit des sujets nationaux, hein. Il y a dans certains cas internationaux, voilà, par exemple en ce moment tout le monde pousse des cris d'orfraie devant ce qui se passe en Ukraine. On ne dit pas grand-chose sur le drame qui continue de se jouer à Gaza, où il y a maintenant un risque de famine de la population gazaoui, puisque Israël empêche l'approvisionnement, notamment en céréales. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies vient de pousser un cri d'alarme. J'ai même vu qu'il y a 3 ministres des Affaires étrangères, français, allemands et je ne sais plus qui, peut-être britanniques ou j'en sais rien, qui ont écrit justement au gouvernement israélien. Bon, c'est dramatique. Bon, on n'en parle pas beaucoup dans les grands médias. On parle absolument pas ou très très peu de ce qui se passe dans l'est du Congo. Hein, personne ne met. Enfin, ce sont des drames épouvantables qu'il y a dans l'ouest dans l'est du Congo, avec Paul Kagame, le Rwandais, qui est en train d'essayer de s'approprier les richesses de l'est du Congo. C'est une honte, mais parce que M. Kagame, il est soutenu par l'État profond américain, il est soutenu toujours par les mêmes, cette même pieuvre en fait qui essaie partout en fait de semer la misère, l'appropriation, la rapine, etc. De la propriété d'autres peuples en définitive. Voilà. Alors, moi, je trouve que ça, l'Arcom devrait veiller à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Sur l'affaire de C8, à la fois je suis assez choqué de la suppression de C8, mais je ne vais pas avoir non plus des larmes de crocodile parce que C8 ne m'a jamais invité. C'est-à-dire, c'est comme CNews, si vous voulez. C'est pas parce que CNews ou C8 invitent de temps en temps des gens qui d'ailleurs ont pour particularité, en règle générale, d'être toujours pour le rester dans l'Union européenne, dans l'euro, hein, et dans l'OTAN. Moi, ce que je sais, c'est que dans tous ces C8, je n'ai jamais été invité. Voilà. Ah, Monsieur Hanouna, à 3 reprises, j'avais l'entourage de Monsieur Hanouna qui m'avait contacté, enfin qui avait contacté mon conseiller pour les relations médias. Et à 3 reprises, moi j'avais dit bah oui. Ils m'ont dit est-ce que vous voulez participer à une émission avec Hanouna? J'avais dit bah oui. Bon, c'est pas, soit dit en passant, c'était pas mon genre de beauté, c'est pas le genre d'émission que j'affectionne. Mais enfin bon, j'avais aussi des gens autour de moi qui me disaient ils avaient raison, que si je refusais, après, on en ferait un pataquès. Oui, on lui propose de venir chez Hanouna, il dit non, donc vous comprenez. Donc j'avais dit oui. Et les trois fois, la veille, on m'a appelé parce que la personne qui m'avait téléphoné au début, enfin qui avait téléphoné à notre responsable média ou à moi, en fait, c'était une personne qui était d'une société extérieure qui faisait le casting. Donc, il y avait pour l'émission d'Hanouna, on dit ah ben, faut un casting. Alors, la personne en question, elle regardait, puis assez rapidement, on tombe sur moi parce que je rappelle quand même que l'UPR TV, on a d'ailleurs en ce moment, on grimpe de 1000 abonnés quasiment par jour sur notre chaîne UPR TV. Tout le monde peut aller le vérifier. On est à 486 000, je crois, abonnés. Bientôt, on va approcher les 500 000 abonnés. C'est quand même très considérable. On va bientôt atteindre les 110 millions de vues cumulées. Donc, n'importe qui s'intéresse à la scène politique française se dit, bah tiens, on va quand même, il faut quand même inviter ce type-là. Voilà, ça tombe sous le sens. Hein. Je rappelle que nous, actuellement, on est à 108 millions de vues cumulées, alors que la chaîne de télévision de Place Publique, le parti politique de l'inénarrable Glucksmann, ils en sont à 220 000 vues. Voilà. Mais Glucksmann est invité sans arrêt dans tous les médias, et moi,
Zéro, jamais. C'est ça la démocratie à la française. J'aurai l'occasion d'y revenir bientôt. Donc normalement, il y avait donc des petites mains de sociétés de prestataires de services probablement qui étaient chargées de faire le casting. Donc dans un premier temps, ben voilà. Donc je disais oui. Et puis ensuite, j'imagine que le casting en question remontait au niveau. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de Hanouna ou si c'est au niveau du directeur d'antenne ou je ne sais pas quoi, mais les 3 fois. Ah ben non, on a changé d'angle, on a anglais autrement. Une fois, j'ai été remplacé. On ne m'épargnera jamais rien, hein. Une fois, on m'a dit vous avez été remplacé par Madame Schiappa. Bah, effectivement, c'était quand même. Je reconnais que elle a peut-être des atouts que je n'ai pas. C'est possible, ça c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr non plus que ce soit quand même un prix Nobel en géopolitique, en économie, en finance, en questions internationales, etc. Enfin, je n'en sais rien. Bon. Et puis les 2 autres fois, à chaque fois, voilà, au dernier moment, ça m'a été terrible. Alors tout ça pour vous dire que j'ai pas immensément envie de pleurer pour la fermeture de C8. Je déplore sur le principe. Mais en pratique, je n'avais rien à attendre de cela. Moi, ce que je trouve, c'est que l'Arcom ne fait pas du tout son job. D'ailleurs, actuellement, d'abord, c'est pas normal qu'à la tête de ce truc-là, comme à la tête du Conseil constitutionnel, ce soit des gens qui soient nommés par le président de la République ou dans le Conseil constitutionnel, nommés également par le président du Sénat ou la présidente de l'Assemblée nationale. Non, voilà, ça n'est pas normal. Ce sont normalement des contre-pouvoirs qui devraient donc être surtout pas nommés par le pouvoir. Enfin, c'est une évidence ce que je dis. Je me permets de renvoyer les gens qui m'écoutent au programme que j'ai présenté en 2017 puis en 2022, qui est disponible en ligne. Vous verrez qu'il y a une réforme de tous ces organismes, que ce soit le Conseil constitutionnel ou le CSA, pour assurer que ce soit des vrais contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'à la tête du CSA devenu l'Arcom, on ne doit pas avoir quelqu'un qui est nommé par le président de la République, qui est un obligé. Voilà. Ça devrait être, en tout cas par exemple, s'agissant du Conseil constitutionnel, j'avais proposé dans mon programme que l'on s'inspire du système du tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne, où ce sont des juges qui sont nommés. Ce n'est pas le cas de M. Ferrand. M. Ferrand n'est pas un juge. D'ailleurs, la majorité des membres du Conseil constitutionnel en France ne sont pas des juges, ne sont pas des magistrats. Ce sont des responsables politiques, des ministres, des anciens ministres. Ça va pas. Ça va pas du tout. En Allemagne, ce sont des magistrats. Et moi, j'avais proposé dans mon programme que ce soit des magistrats ayant au moins 15 ans, je crois, je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais mis comme modalité, mais 15 ans d'exercice et n'ayant aucune attache politique connue ou publique. Alors bien sûr, ce sont des citoyens, donc dans l'isoloir, ils votent ce qu'ils veulent. Mais ce que je dis, c'est qu'il devrait y avoir les membres du Conseil constitutionnel devraient être des citoyens n'ayant jamais pris de position publique en faveur de tel ou tel parti politique, n'ayant jamais occupé un poste de ministre dans un gouvernement, par exemple. Donc ça devrait être des magistrats blanchis sous le harnais, comme on dit, et qui devraient être élus par les assemblées, par exemple. Ou voire éventuellement une élection populaire, mais ça c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce que je ne suis pas sûr qu'on aurait beaucoup de mobilisation. Mais pourquoi pas? Il faudrait y réfléchir. S'agissant du CSA, moi j'avais beaucoup d'autres idées. Moi je pense, on a par exemple un système que j'avais mentionné dans mon programme. On a un système qui s'appelle Médiamétrie en France. Vous savez qu'il y a, je crois, 70 000 personnes, des téléspectateurs, qui ont accepté d'avoir chez eux un boîtier qui est derrière leur télévision et qui, à tout instant, envoie des impulsions donc à cet organisme qui s'appelle Médiamétrie, qui permet de savoir ce que les gens regardent à l'instant T. C'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir ensuite, vous savez, le lendemain, on sait, telle émission, il y a eu, au début, il y a eu 2 millions de téléspectateurs, puis à la fin, il y en a eu plus qu'1,3 million. Il y a 700 000 téléspectateurs qui sont partis, qui en avaient assez, voilà, qui ont déserté. Voilà, enfin, vous voyez tout ça, vous voyez ça dans les médias. Ben ça sort pas d'un chapeau, ça sort de Médiamétrie. Et donc, j'avais proposé dans mon programme que, par exemple, on utilise ce système pour recueillir une espèce de sondage grandeur nature, de référendum instantané, et demander par exemple aux Français qui sont sur médias, mais il y a partout, hein, dans toute la France, et puis éventuellement toutes les personnes de façon aléatoire, de demander aux gens qui est-ce qu'ils veulent voir à la télé, par exemple. Voilà.
Peut-être, c'est une hypothèse que je formule, mais peut-être que les Français en ont un petit peu marre de voir Bernard-Henri Lévy, un petit peu moins marre de voir Nathalie Loiseau, dont je reconnais que c'est quand même un titan de la pensée géopolitique mondiale. Mais bon, de temps en temps, il faut laisser la place à d'autres. Les Français, ils en ont peut-être un petit peu marre de voir aussi Glucksmann. Ils en ont peut-être un petit peu moins marre aussi de voir Bardella. Ils voudraient peut-être voir des gens qui se précipitent sur les réseaux sociaux pour les écouter. À commencer par Asselineau, mais pas que Asselineau d'ailleurs. Il y a des quantités de gens qui sont... Il y a des experts, par exemple en géopolitique, il y a des gens comme Jacques Beau qui est tout à fait remarquable. On peut avoir un point de vue qui est plus pro-orienté Kremlin, qui est mon ami Xavier Moreau, donc lui il est plus pro... Mais finalement on n'a que des gens qui tiennent le discours dominant, donc ça serait intéressant d'avoir le point de vue des uns et des autres. On pourrait avoir, enfin, je vais Henri Roure, qui était le général qui était sur ma liste aux élections européennes. On pourrait avoir dans de très nombreux domaines Caroline Galacteros également. Enfin, par exemple, je parle que des questions géopolitiques, mais sur les questions économiques ou sur les questions sociologiques, Emmanuel Todd qu'on voit de moins en moins, Marc Toiti. Enfin, on a en France des véritables pointures intellectuelles. Je prie de m'excuser tous ceux-là que je n'ai pas cités. Donc, il y a plein d'autres personnes que je voudrais citer, mais j'ai pas le temps. Bon, tous ces gens, en fait, ne sont jamais dans les médias. Ou alors on les voit par une nuit sans lune à 11h25 du soir, pendant 3 minutes. Ça, c'est pas possible, ça. Et donc, ce système permettrait de court-circuiter le CSA, et à la limite de supprimer le CSA, et d'avoir un système qui permettrait de dire, ben voilà, ben on va appliquer ce que les Français veulent. Qui est-ce qu'ils veulent voir? Quel est le son de cloche qu'ils veulent avoir? Ça serait une véritable démocratie. Et là, on assurerait ce pourquoi théoriquement était fait le CSA à l'origine, c'est assurer la pluralité des points de vue. Mais la pluralité des points de vue, c'est pas non plus ce qu'on appelait jadis, vous savez, le pâté de cheval et d'alouette. Je sais pas si vous connaissez cette expression. C'était une expression de mon pauvre grand-père, pâté de cheval et d'alouette. Il me disait ça quand j'étais petit. C'est-à-dire, vous faites un pâté, vous mettez un cheval et vous mettez une alouette. Voilà, donc c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que dans les médias français, pour faire genre de temps en temps, on invite une petite alouette souverainiste, comme ça, qu'on la glisse, comme ça. Voilà. Moi, j'ai eu droit, par exemple, sur BFM TV, depuis le 1er janvier 2024, donc depuis 14 mois, j'ai eu droit à 7 minutes à 16h30 au moment où personne n'écoute. J'ai eu droit à 7 minutes, voilà, c'est ça. Au même moment, j'ai fait le calcul, sur cette chaîne de télé, hein, monsieur Glucksmann, par exemple, a fait 4 heures. Et aux heures de grande écoute. Voilà, c'est ce que j'appelle le pâté de cheval et d'alouette. Donc il faut, ça, c'est pas le CSA, c'est pas d'accord. Tout ça, on voit bien que ces copains et coquins, ce sont des gens qui sont entièrement tenus par les euromondialistes. Voilà. La France n'est absolument plus une démocratie. Que les choses soient bien claires. Et donc, pour lutter contre ça, il faut certainement supprimer l'ARCOM et avoir un système comme celui que je dis, qui d'ailleurs pourrait également être étendu aux journaux de la presse. Parce que j'ai vu un système, par exemple, non, c'est pas la Tribune de Genève ou un journal suisse, il me semblait avoir vu ça, c'est qu'ils ont un site internet, peut-être je me trompe sur le titre du journal, c'est peut-être pas celui-là, mais à la fin de l'article, ils demandent au lecteur de donner une note à l'article. J'ai trouvé que c'était pas mal. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous avez trouvé que cet article était très intéressant, très informatif, moyen, insuffisamment sourcé, ou bien de parti pris? Et c'est un peu, vous savez, comme le code ABCDE, là, pour savoir pour les passoires énergétiques, ou bien pour savoir aussi les produits, si vous voulez, les produits alimentaires qui sont trop caloriques, etc. On pourrait généraliser ça, par exemple. Il y ait que tous les journaux, que tous les articles en ligne de tous les journaux, il y ait ce genre de choses qui seraient supervisées par un organisme. Et puis, on verrait à ce moment-là, éventuellement, que les aides à la presse pourraient être orientées uniquement vers ceux qui font les meilleurs articles, les mieux cotés. Ou alors, purement et simplement, comme je l'ai déjà dit, supprimer toutes les aides à la presse, non d'une pipe. Les aides à la presse, les aides directes à la presse, hein, celles qui ont perverti le canard enchaîné, par exemple, celles qui financent le magazine Le Point qui se ramasse entre 2 et 4 millions d'euros du contribuable chaque année, et dont la dernière couverture, c'est Trump, l'agent de Moscou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
C'est incroyable, c'est un torchon. C'est un véritable torchon, ce truc. Et chaque contribuable français, on a donné en 2024, je crois, 2 600 000 € à ce torchon, qui a par ailleurs appartient à M. François Pinault, qui est multimilliardaire, qui a largement les moyens de se payer une danseuse, comme on dit, en finançant si ce journal, ce magazine ne se vend pas. C'est pas aux contribuables d'apporter de l'argent à M. Pinault pour publier ce torchon absolu qui qualifie le président des États-Unis d'agent de Moscou, d'agent de Poutine. D'ailleurs, si Trump est un agent de Poutine, j'ai déjà posé la question, mais alors Vance, c'est quoi lui aussi? Et il n'était pas en reste lorsqu'ils ont reçu Zelensky. Et puis Mario, comment dirais-je, Rubio, là, Marco Rubio, le secrétaire d'État, pareil. Et puis tout le gouvernement de Trump, pareil. Et puis Mike Pence, et puis tous les gens qui sont dans toutes les institutions maintenant à Washington, pareil, ce sont tous des gens de Moscou, en fait. Bon. Eh bien, je rappelle quand même que ces aides à la presse, il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas en Suisse, il n'y en a pas en Espagne, il n'y en a pas au Royaume-Uni. On est une exception, en tout cas, dans le monde, en Europe. Et donc, il faudrait couper les aides à la presse et puis que les journaux, après, eh bien, s'ils font des choses bien, ils vendront. Voilà. Ah, j'en parle en connaissance de cause. Nous, on n'a vraiment pas beaucoup de moyens, mais grâce à vous, je lance ici encore une fois un appel. Rejoignez-nous, envoyez-nous de l'argent. Mais nous, on arrive sans publicité à avoir une chaîne de télévision qui a fait 108 millions de vues, bientôt 110 millions de vues, et 400, et bientôt 500 000 abonnés. Et donc, vous avez, parmi la presse alternative, enfin les médias alternatifs, vous en avez quand même un certain nombre, je ne vais pas les citer parce que là aussi je risque d'en oublier, mais il y en a quand même un certain nombre qui arrivent à vivre parce que comment? Bah, il y a 18 000 participants en direct ce soir, c'est quand même beaucoup, vous savez, c'est quand même vraiment beaucoup. Et donc, moi, je suis d'avis que si on coupe les aides à la presse, ben, ils seront obligés de faire des vrais papiers. Parce qu'au bout du compte, et c'est ça, moi, qui me rend quand même globalement optimiste, et vous savez, il y a un dicton qui dit, lorsque le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous avez un verrouillage total des médias. Mais maintenant, il y a énormément de Français quand même qui commencent à comprendre que ça va pas. On nous a expliqué tellement de choses fausses, hein. Quand on a quelqu'un comme le général Yakovlev. Le général Yakovlev, ce type, ça fait quand même depuis 3 ans qu'il nous a expliqué que Poutine, il avait des cancers, il n'y avait pas un organe de son corps qui n'était pas atteint d'une tumeur cancéreuse. Et il avait en plus les pieds plats, la maladie d'Asperger, la maladie d'Alzheimer. Il avait un complexe d'infériorité, un complexe de supériorité. Enfin, voilà, ça, c'était le général Yakovlev. Et qui nous expliquait que par ailleurs, l'armée russe était subclinquante. Pendant que Bruno Le Maire nous expliquait que l'économie russe était à genoux, lui, il nous expliquait, avec Madame von der Leyen d'ailleurs, que les Russes étaient obligés d'aller prendre des puces dans les vieux réfrigérateurs. Le même qui nous a expliqué que depuis 3 ans que la Russie était au bout du rouleau, qu'elle allait s'effondrer dans la semaine suivante, le même, il est là, il est toujours invité, voilà, pour nous expliquer que désormais le grand danger, c'est la Russie qui va envahir la France. Voilà. Mais c'est dingue. Alors il y a quand même un certain nombre de Français qui commencent à comprendre que là, on se fout quand même carrément de leur gueule. Excusez-moi la vulgarité du propos. Voilà ce que je voulais dire sur toute cette affaire. Ça m'a permis de dire un peu ce que je pense. Il y a un vrai problème en France, c'est le problème des médias. Ça, c'est absolument certain. Des médias mainstream.